Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une rétrospective de la carrière de John Carpenter, qui pour moi est un des meilleurs réalisateurs, un des meilleurs, bon pas le meilleur, mais un des meilleurs réalisateurs qui existent à Hollywood, définitivement. Toute son œuvre est anthologique, à part un ou deux films, mais je vais revenir là-dessus, mais on va dire 90% de son œuvre est anthologique. C'est énorme. C'est un réalisateur qui pour moi est énorme. euh, Au même titre que Sergio Leone. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires, je te salue, de faire une rétrospective de Sergio Leone. Je vais le faire, c'est sûr. Mais là, j'avais décidé de parler de John Carpenter tout simplement parce que en ce moment sur Internet et plus précisément sur YouTube, la maison de production a créé un gros hype concernant la sortie de Halloween le 19 octobre. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour la période de Halloween. C'est 31 octobre ici en Amérique, c'est ultra populaire. Je sais pas si c'est une sortie internationale, je me suis pas renseigné, ou si c'est juste en Amérique. Mais bref, ils font cette maison de production là fait tout ce que fait les maisons de production habituellement, c'est qu'ils profitent à l'heure actuelle des réseaux sociaux, etc. pour dire que c'est le meilleur film de tous les temps quand il n'est pas encore sorti et qu'on a strictement aucune idée, si ce n'est quelques images d'une bande-annonce qui nous dit pas grand-chose. Donc j'attends de voir le film. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis pas que c'est super bon, contrairement à ce que dit la maison de production. Bref, ce film-là reprend d'ailleurs le personnage de Laurie Strode qui est interprété par Jamie Lee Curtis, longtemps après, naturellement, c'est 40 ans plus tard, je pense. Il est mis en scène et scénarisé par David Gordon Green et Danny McBride. Bon, Danny McBride, c'est un des scénaristes. Tu le connais très certainement, il a pas mal participé avec James Franco, Seth Rogen à plusieurs de leurs films. C'est un acteur qui est plus ou moins comique, tout dépendant de tes goûts. Et c'est ça, et en fait, ce gars-là avait commencé sa carrière en étant scénariste à la base. Il a vraiment essayé de percer à Hollywood comme ça, et il continue à faire quelques scénarios de temps en temps, même si il n'est pas acteur dans le film. Euh, Fait intéressant, c'est que celui qui a participé, qui a fait la musique, c'est Cody Carpenter. Donc ça, c'est le fils de John Carpenter. C'est quand même pas mal. Et Nick Castle, c'est celui qui va interpréter Michael Myers. Il l'avait fait une seule fois, en 1978. Donc le monsieur a quand même 70 ans et quelques. Il reprend le rôle de Michael Myers, ce qui est quand même très bien aussi. Nick Castle, c'est aussi un gars qui a été scénariste, notamment dans Escape from New York, 1981, si je me souviens bien. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très proche de l'univers de John Carpenter et John Carpenter lui-même. Tout ça pour dire que le film Halloween, qui va sortir le 19 octobre, entre parenthèses d'ailleurs c'est la date d'anniversaire de Michael Myers, dans la mythologie il est né le 19 octobre, donc phénomène fait intéressant, mais bon, c'est ça, je trouve ça toujours cool qu'ils font ça, ils sont très forts au niveau marketing, les maisons de production, c'est certain. Bref, on va voir ça, on va parler de John Carpenter dans son ensemble. Et c'est sûr que je vais donner mon avis parce qu'on ne peut pas être vraiment objectif quand on parle de cinéma, je pense. Mais quand même, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ce que je dis. John Carpenter, c'est tout de suite. John Carpenter, c'est à la base, c'est le fils du chef du département de musique de l'université du Kentucky. Donc on s'entend que, c'est très précis, on s'entend que John Carpenter, il a baigné dans l'univers musical depuis qu'il est enfant. Et aussi son fils, Cody Carpenter, c'est certain, a été, il s'est dirigé vers des études en musique aussi, puisque son père a toujours été compositeur de musique. Lui-même, John Carpenter s'estime comme un très mauvais compositeur de musique. C'est certain que son père est un des plus grands, donc il devait faire du comparatif et il s'est dit, bon, par rapport à mon père, je suis pas terrible. À savoir qu'il sait jouer de la musique, mais il sait pas lire des notes, par exemple. C'est lui-même qui l'a affirmé. La musique de John Carpenter, hein, pour finir avec ça, c'est quand même très emblématique de tous ses films, une espèce de musique apocalyptique que tu peux retrouver dans la plupart de ses films, que ce soit Halloween, j'y pense à Halloween, The Thing, ça c'est exceptionnel quand tu prends le plan de départ avec le chien qui court dans la neige, l'hélicoptère qui tire dessus et la musique de John Carpenter qui est véritablement un autre personnage de l'univers qu'il met en scène. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose de décalé dans cette image-là. Pour moi,
une de ces images-là, cette image-là, je pense notamment au début de The Thing, c'est quelque chose d'anthologique, c'est monumental, vraiment monumental. J'avais pensé aussi à Prince of Darkness, je pense que c'était en Prince of Darkness en 1987, j'avais pas mal aimé ce film-là aussi, même chose, même type de musique, etc. Donc John Carpenter, il est issu de la musique, pas mal, d'un milieu familial qui baignait dans la musique, mais il a été à USC à Los Angeles, donc une université de cinéma, et il avait réalisé The Resurrection of Bronco Billy en 1970, qui est un court-métrage d'une durée de 23 minutes, et Nick Castle, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait participé en tant que scénariste à ce film-là. Et c'était un film qu'il avait fait, un court-métrage qu'il avait fait pendant ses études, et il a remporté un Oscar grâce à ce court-métrage. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Donc on voit tout de suite que le gars est quand même précoce dans l'univers du cinéma, et quand même excessivement talentueux, ça c'est certain. Alors John Carpenter, il se dit, dans la plupart de ses films, il fait toujours référence, ou souvent, à Alfred Hitchcock et à Sergio Leone. Ce sont pas mal ses deux réalisateurs préférés, il y en a d'autres, mais c'est pas mal les deux sur lesquels il se réfère souvent. Et d'ailleurs, fait intéressant, dans Escape from New York en 1981 avec Kurt Russell, il avait engagé Lee Van Cleef à cause de ça, parce que Lee Van Cleef avait participé à la plupart des films de John Carpenter. On va reprendre les films qu'il avait fait un peu dans l'ordre. Je vais sauter les films. Quand je reviens sur The Resurrection of Bronco Billy, c'était pas lui qui l'avait réalisé, mais il l'avait scénarisé. Donc c'était comme ça qu'il avait réussi en fait à percer à Hollywood. Son premier véritable film, je vais sauter un petit peu les courts-métrages qu'il y a avant, mais son premier véritable film, c'est The Dark Star en 1974. Ça, j'ai pas trop aimé. C'est ça, John Carpenter, comme je le disais au début, c'est 90% de ce qu'il a fait que je trouve phénoménal, mais là-dedans, il a fait des films qui sont vraiment pas terribles, et The Dark Star en fait partie. C'est une espèce de comédie de science-fiction, je sais pas, super bien fait, honnêtement. Là, il y a beaucoup de lacunes dans ce film-là. Après, pour moi, son premier film qui a commencé sa carrière d'une série de très bons films, Assault on Precinct 13, super anglais, en 1976, dont il y avait eu un remake, je me souviens, au début des années 2000, je pense, 2003 ou 2004, je sais plus, avec Laurence Fishburne, qui était, bon, c'était un remake, c'était peut-être pas nécessaire, l'original était quand même pas mal, où il montre, c'était un des premiers films, il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque, où il montre quand même une violence qui est relativement exacerbée, et la mise en scène d'un anti-héros. Parce que c'est ça, c'était quand même pas mal, lui, les prémices des anti-héros aussi dark, aussi sombres, qui deviennent des héros finalement. Halloween en 1978, alors ça c'est ce qui a vraiment fait en sorte qu'il a percé à Hollywood. Halloween, ça a été le film majeur de sa carrière, très clairement. Dans Halloween, il a inventé ce qu'on appelle à l'heure actuelle, que lui-même a nommé le cheap scare. Le cheap scare, en fait, pour l'expliquer, c'est quand tu as le monstre ou un objet, ou plus particulièrement dans Halloween, Michael Myers, qui est le tueur en série, qui va sauter à un moment donné sur sa victime, qui vienne de devant, de côté ou de derrière, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Et au moment où il donne un assaut sur sa victime, où il tue sa victime, où il la frappe d'un coup de poignard, etc., peu importe, il y a une touche de musique, et la plupart du temps c'est du clavier en même temps. Donc ça, c'est lui qui a inventé ça. C'est vraiment énormément repris dans tous les films d'horreur maintenant. C'est quelque chose de très très cliché. Tu le vois notamment dans les derniers, là, comment ça s'appelle? J'ai Insurrection en tête, mais c'est pas Insurrection. Voyons. David Wong, James Wong, grand créateur aussi. Bref, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, mais avec ce démon qui avait été fait lui-même, je trouvais ça vraiment exceptionnel, ce film-là. Il a fait toute une série, il y a The Nun qui va sortir d'ailleurs prochainement avec Malak, je pense que c'était le démon qui était mis en scène là-dedans. Bref, le nom m'échappe complètement, mais je le mettrai sûrement en montage. Là-dedans, il l'utilise beaucoup, et ça aussi, c'est pas tous ces films-là que j'aime bien, mais le premier notamment, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il utilisait des prosthétiques et un certain type de maquillage qui date un petit peu des années 80 avec du CGI. J'avais trouvé ça vraiment parfait. Petit côté artisanal mais moderne en même temps. Super bon film.
pour revenir sur Halloween, donc Nick Castle, comme je le disais, qui était son ami scénariste, c'est lui qui a incarné Michael Myers. Et phénomène intéressant quand même, une petite anecdote, c'est que le masque de Michael Myers, ça je ne le savais pas, à la base, ce film-là, il est quand même inspiré de Black Christmas, 1974, donc où c'est une fête de Noël, puis il y a une sorte de stalker de gars qui arrive et qui menace la famille et l'intégrité de la famille. Donc, ils ne savaient pas quel masque ils voulaient mettre à leur tueur en série. Ils étaient arrivés avec une idée de masque de clown. Finalement, ils l'ont laissé tomber. À savoir que c'était quand même bien longtemps avant que sorte It ou ça de Stephen King. Donc ça aurait été précurseur. Mais ils ont laissé tomber l'idée. Et je pense que c'est Nick Castle, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est arrivé avec le masque de William Shatner, Capitaine Kirk, 1966, pour Star Trek, les premières saisons. Hein. Il y avait eu juste 3 saisons à l'époque. Donc ils avaient fait un masque qui était vraiment mal fait de Capitaine Kirk à l'époque, et il est arrivé avec ce masque là et il l'avait trouvé tellement drôle, et en regardant le masque, en fait, John Carpenter s'est dit ok, il est vraiment mal fait ce masque là, il est horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire des trous dans les yeux au lieu de garder les yeux tels qu'ils sont, et complètement le recouvrir de blanc, et ça a donné le masque de Michael Myers, ce que je trouve exceptionnel. Donc on voit que dans Halloween, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui ont été créés. Bon, il y a le masque, mais le cheap scare, naturellement, c'est ça qu'il a créé, John Carpenter, et l'utilisation de la musique aussi, qui n'existe pas vraiment dans Assault on Precinct 13, mais qui revient de manière permanente dans Halloween. C'est un thème musical que tout le monde connaît, très clairement. Quand tu entends la musique de Halloween, tu sais que c'est Halloween. Donc c'est ça, là, je finirai sur Halloween. Je vais continuer sur les autres films. Bon, il y a certains films sur lesquels je vais passer plus rapidement parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures et encore une fois la couper en montage sur 45 minutes de blabla que j'ai dit en trop. Donc le film d'après, c'était The Fog en 1980. Lui, ça en fait partie, je vais passer rapidement. Ça, c'est un film que j'estime, pour ma part, c'est sûrement une question de goût, mais pas super bon, pas très bien réussi. Ouais, l'idée des marins qui arrivent dans la brume, un peu mort-vivants, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais maintenant c'est peut-être une opinion personnelle. Sûrement des bonnes choses dans ce film-là, et j'ai encore plus détesté le remake. Je voyais aucun intérêt à faire un remake de ce film-là que j'estimais déjà pas super bon à la base. Pourquoi faire un remake? Donc bon, on va passer là-dessus. Escape from New York en 1981. Ça, c'est un film d'anthologie, littéralement, avec Kurt Russell, qui joue le rôle de Snake Plissken. Lee Van Cleef dedans, naturellement. Isaac Hayes qui jouait le méchant avec sa voiture qui avait des lustres. Ça m'a toujours tué, la voiture avec des lustres. Je trouvais toujours trouvé ça cool. Et Snake Plissken, qui a été repris dans Metal Gear Solid, hein, le personnage principal s'appelle Snake parce que en référence à Escape from New York. Évidemment que c'est un film d'anthologie, tout est là-dedans, l'anti-héros, il y a plein d'humour aussi. Kurt Russell joue formidablement bien, mais Kurt Russell est un très grand acteur, donc il est capable de jouer plein de rôles différents. Donc, très grand film. The Thing, 1982, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un film qui l'a beaucoup touché, qui pour moi est peut-être un des meilleurs, si c'est pas le meilleur film de John Carpenter. Tout est, avec Kurt Russell, encore une fois. Tout est parfait dans ce film-là. C'est vraiment une sorte vraiment de gros drame, mais... j'appellerais ça un drame, mais quand même d'horreur, hein, c'est un film d'horreur à la base. Super bien fait, avec des prosthétiques qui sont hallucinantes encore à l'heure actuelle. Ce film-là, il l'avait très mal pris parce que ça avait été un échec commercial au box-office. C'est un très grand film qui a fonctionné par la suite, mais quand il est sorti en salle, il avait été très peu apprécié par les gens, sûrement qu'ils ne l'avaient pas compris. Et par la suite, c'est devenu un classique. Donc on voit tout de suite, un petit peu comme Princess Bride. Hein, mais Princess Bride, c'était autre chose, une petite parenthèse. Parce que Princess Bride, c'était sorti et les studios avaient décidé de ne mettre aucun argent dans le côté marketing de ce film-là. Il n'y a donc eu quasiment aucun support publicitaire, contrairement à Halloween, dont je parlais tout à l'heure, qui va sortir le 19 octobre. Et du coup, le film est passé quasiment inaperçu. Les gens ne savaient même pas qu'il était au cinéma. Le film est devenu anthologique une fois sorti en cassette, hein, puisqu'on parle qu'on est dans les années 80 pour Princess Bride. Du coup, quelqu'un comme... mon Dieu, je me souviens plus du prénom de l'acteur. En tout cas, l'acteur principal, je
je me souviens plus de son nom. Ça m'échappe, j'ai souvent des trous. L'acteur principal devait avoir une grande carrière au point qu'il était en théorie, comment dire, le compétiteur direct de Tom Cruise dans les différents films qu'il a fait dans les années 80. Et finalement, il n'y a pas eu de carrière parce que le film est passé inaperçu alors que c'est un très très bon film. Parenthèse fermée sur Princess Bride. Et donc, The Thing, c'est ça, ça a été un échec commercial. Il devait par la suite mettre en scène Firestarter en 1984 avec Drew Barrymore, qui était l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Et c'est pas lui qui l'a fait parce que les studios ont dit The Thing n'a pas marché, ça a été un flop, donc c'est ça, on te retire des projets, c'est comme ça que ça marche à Hollywood. Il y a une préquelle de The Thing qui est sortie en 2011 avec Mary-Elizabeth Winstead et Joel Edgerton que très honnêtement je trouve pas mal. Ça rend hommage un petit peu au film de John Carpenter. Il y a peut-être des petites longueurs dedans, des CGI peut-être un peu en trop. Il y a quand même des petites choses qui fonctionnent pas dans ce film-là, mais de manière générale, il n'est pas si mauvais que ça. Moi, je l'avais quand même apprécié. J'aimais ça, qu'on retourne sur l'histoire un petit peu des Suédois qui étaient là avant, ou les Norvégiens, je pense que c'était les Norvégiens, dans l'histoire de The Thing. Fait marquant peut-être de The Thing, la préquelle de 2011 qui est pas si mal mais qui n'a pas été faite par John Carpenter. Parenthèse aussi, pendant que j'y pense, Halloween, les studios, Halloween qui sort le 19 octobre, Halloween, les studios arrêtent pas de dire que c'est la griffe de John Carpenter, mais ça n'a rien à voir parce que c'est juste les personnages, quand tu regardes au niveau des scénarios, c'est juste des personnages écrits par John Carpenter, il n'y a absolument pas au scénario, il n'y a absolument rien à faire dans ce film-là. C'est simplement son univers qui a été repris par les studios dont il possède les droits. Donc, John Carpenter n'est pas là-dedans. Lui, il aurait aimé ça que ce soit le dernier film de la série, mais les studios disent déjà que ça va être sûrement 2 films, peut-être même une trilogie. Ça, c'est les studios. Christine, en 1983, qui est encore l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, qui est aussi un assez bon film. Je veux passer quand même rapidement là-dessus. C'est un bon film, il n'y a rien à dire sur... c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus, ça se regarde très très bien, et si tu connais la nouvelle de Stephen King, c'est très bien adapté, j'ai rien à dire là-dessus. Starman, 1984, avec Jeff Bridges qui joue formidablement bien dans ce film-là, mais Jeff Bridges est un des meilleurs acteurs qui existent à Hollywood d'après moi, hein. Juste dans Big Lebowski, il a un rôle monumental, et c'est aussi un des acteurs préférés de John Carpenter qui dit que c'est un homme très professionnel dans ce qu'il fait. Big Trouble in Little China en 1986 avec Kurt Russell. Ça pour moi ça fait partie peut-être du top 3 des meilleurs films de John Carpenter. Tout est là-dedans, il y a de l'action, il y a de la comédie, le personnage de Kurt Russell ne se prend absolument pas au sérieux, c'est un anti-héros mais en même temps, comment dire, fort mais maladroit aussi, c'est un gros bourrin, un camionneur, mais qui est un petit peu prétentieux mais qui est drôle à la fois, donc c'est juste parfait, j'aime vraiment ça. Très drôle, le côté un petit peu science-fiction mêlé à la comédie, c'est parfaitement réussi. Prince of Darkness, 1987, ça j'en avais parlé tout à l'heure. Encore une fois, pas mal dans ses meilleurs films. Ça c'est un film d'horreur. La musique est super importante dans ce film-là. Je pense que c'est la musique qui est majeure dans Prince of Darkness, honnêtement. C'est elle qui donne vraiment le ton de ce film-là. L'histoire est hallucinante. J'adore vraiment Prince of Darkness, c'est très très réussi, je pense. They Live, 1988, avec Roddy Piper, qui est décédé en 2015, mais qui était un catcheur de la WWF. They Live, selon John Carpenter, c'est un film qui reprend, comment je dirais, sa haine contre l'époque Reagan. Donc 1984, Reagan qui était au pouvoir, et il a détesté l'époque de Reagan. Donc dans They Live, il en fait met en scène une parodie, comment dire, ou une critique exacerbée plutôt, c'est exactement ça, une critique exacerbée de l'ère Reagan. Donc, mais c'est très très bon. Des extraterrestres et tout qui sont là-dedans et qui essayent de posséder l'être humain de manière subliminale, j'avais trouvé ça exceptionnel. Et encore une fois, le héros qui essaye de convaincre le reste de l'humanité avec un peu des gros sabots, c'est juste génial, donc c'est un très très grand film. Memoir of an Invisible Man, encore une fois mon anglais est parfait, 1992 avec Chevy Chase qui est un des acteurs les plus détestés à Hollywood, faut le savoir. Les gens de Hollywood l'apprécient pas vraiment, paraît-il qu'il est à la fois prétentieux et très capricieux, mais je sais pas, je connais pas le monsieur,
Je fais juste dire ce que la plupart des gens, répéter ce que la plupart des gens de Hollywood disent. Bon, ouais, c'est l'homme invisible, on l'avait déjà vu, pourquoi en faire un autre, je sais pas. C'est John Carpenter, il y a des choses intéressantes. Les effets spéciaux à l'heure actuelle ont peut-être un peu mal vieilli, très honnêtement. Un petit côté humoristique qui est encore là, mais c'est peut-être pas un de ses meilleurs films. In the Mouth of Madness, 1994, avec Sam Neill. Pas mal aussi, je vais passer assez vite dessus parce que je vois que la caméra elle tourne. Film d'horreur, si tu veux aller voir, qui est basé beaucoup sur la psychologie du personnage, notamment qui écrit ses livres et qui pense que ça a une implication directe dans la réalité. Village of the Damned, 1995, qui lui-même est un remake en fait d'un vieux film des années 60. Donc remake peut-être réussi, peut-être pas, je sais pas. Le film des années 60 était quand même pas mal parfait, donc pourquoi faire un remake? Ça vaut pour The Fog, lui avait fait l'original, il y a eu un remake, bon, mais lui là c'est un petit peu la même chose, pourquoi faire le remake de ce film-là? Ça je n'avais pas trop compris. Bon, ça se regarde, mais quand tu as vu l'original, ma foi, ça correspond un petit peu à ce qui était l'original, donc il n'y a aucune surprise là-dedans, et c'est scénarisé de manière très classique, honnêtement, réalisé de manière très classique. Escape from LA 1996, la suite de Escape from New York. Si tu as aimé Snake Plissken, tu fais juste réembarquer avec le même personnage, et c'est un grand moment, t'aimes ça. C'est un film qui est moyen, honnêtement, par rapport à Escape from New York, qui lui était très bien fait. Bon, lui est peut-être un peu moins bien fait, mais il y a beaucoup d'humour. Vampire, en 1998, avec James Woods, Daniel Baldwin aussi, il me semble. Ça c'est bien aussi, encore une fois la musique de John Carpenter, les vampires qui sont quand même assez méchants. James Woods qui joue un anti-héros ultra vulgaire avec un prêtre à côté de lui qui ont une mission d'essayer d'éradiquer ces vampires-là avant qu'ils puissent marcher sous le soleil, parce qu'ils y cherchent une relique. Pour marcher sous le soleil et devenir super balèze. Donc c'est ça, c'est drôle, c'est bien fait. Bon film de John Carpenter, rien à dire là-dessus. Ghost of Mars en 2001 avec Ice Cube et toute la clique là, il y a Jason Statham là-dedans, etc. Ça, c'est vraiment, je pense qu'il a mis un terme à sa carrière, honnêtement. C'est un flop total. J'ai essayé de regarder le film, c'est horrible. Tout est mauvais dans ce film-là. J'ai pas compris pourquoi il a fait ce film-là. Il a participé à la scénarisation, au scénario, mais c'est pas bon, quoi. C'est juste mauvais. C'est mauvais même à un tel point que l'acteur principal qui jouait le méchant au niveau des prosthétiques, il y a une sorte de masque sur lui, et il affirmait que il pouvait prononcer les voyelles correctement, mais pas les consonnes, parce que sinon son masque s'élargissait et on voyait sa vraie bouche en dessous. Donc il était obligé de marmonner, et quand il y avait des voyelles, il parlait normalement. C'est n'importe quoi. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau-là de professionnalisme, en théorie, en tant que réalisateur, c'est des genres d'erreurs qu'il ne devrait même pas y avoir, quoi. Donc, je comprends pas trop ce qu'il a cherché à faire avec ce film-là. Le scénario est inutile. Honnêtement, l'histoire est absolument inintéressante. Les effets spéciaux sont mauvais, les dialogues sont cheesy, les acteurs ont de la peine à bien jouer parce que c'est mal écrit. Donc, certains acteurs jouent mal parce que ce sont pas des acteurs nés, je dirais, ou des acteurs professionnels peut-être, je sais pas. Il y en a qui sont moins bons que d'autres aussi. Hein. Donc Ghost of Mars, pour moi, c'est vraiment ce qui lui a mis un pied dans la tombe. C'est vraiment horrible comme film. En 2010, il a sorti The Ward, aussi dans l'univers d'un hôpital psychiatrique avec Amber Heard. C'est pas super bon non plus. Là aussi, là, c'est pourquoi s'obstiner à faire des films comme ça. L'hôpital psychiatrique où on ne sait pas si le personnage est sous médication ou pas, est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il voit clairement, est-ce que c'est le personnel en fait qui est démoniaque, là-dedans on met un fantôme qui on se rend compte qui avait été maltraité par le personnel médical dans le passé. Ouais, ok, mais c'est tiré par les cheveux, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est vraiment... Et depuis l'heure, il fait pas vraiment de film. Il a pas mal arrêté. Ça fait 8 ans de ça. Je sais qu'il fait des sortes de petits courts-métrages où il reprend en fait la musique qu'il a fait en live, comme Escape from New York par exemple, qui était, bon, c'est ça, grand compositeur de musique, on reconnaît tout de suite la musique. Moi, dans les films de lui que je trouve phénoménal, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a The Thing. Ça pour moi, c'est vraiment un énorme film de John Carpenter, c'est un classique, clairement. They Live, je l'ai vu plein de fois. C'est drôle, c'est bien fait, c'est quasi parfait, le scénario est bien fait, ça joue bien. Non, j'ai rien à dire là-dessus.
Escape from New York, naturellement, Snake Plissken, Kurt Russell et Halloween. Pour moi, c'est pas mal ses meilleurs films. Je dis pas que les autres sont, à part ceux que j'ai dit qui étaient très mauvais, mais les autres qui sont, dirons-nous, dirons-nous, waouh, je parle comme un roi. Je dis nous pour moi, c'est n'importe quoi. En tout cas, je me suis mal exprimé, mais pour les autres films, dont j'ai pas dit que c'était nécessairement mauvais et que c'était quand même des assez bons films, mais pas anthologiques. Ils sont quand même dans l'univers ils restent inscrits dans l'univers de John Carpenter, ils restent à voir et ça reste quand même des très très bons films. Ça n'enlève rien. Mais pour ma part, c'est ça. Je trouve vraiment que les films que je viens de citer, Halloween, Escape from New York, They Live, c'est pas mal ses meilleurs films, d'après moi, très honnêtement. C'est là où il a réussi à faire ce qu'il voulait faire dans son art. Pour finir avec John Carpenter, je vais encore avoir fait une vidéo super longue. Je vais voir ce que je garde et ce que je garde pas. Pour finir avec John Carpenter, au niveau des anecdotes, qui sont quand même des anecdotes assez intéressantes, il faut savoir que John Carpenter a fait dans toute sa carrière qu'une seule suite à un de ses films, qui est Escape from LA, de Escape from New York. C'est la seule fois où il a fait une suite. Et les studios, juste après Halloween, en 1978, qui a été au box-office phénoménal, hein. Ça a rapporté beaucoup d'argent au studio, ils ont essayé de forcer John Carpenter à faire une suite Halloween 2, et lui s'était toujours dit qu'il ne ferait jamais de suite à ses films. C'est arrivé qu'une fois, mais sinon il n'a jamais fait de suite à aucun de ses films. Donc il a écrit le scénario, mais il a tout fait pour ne pas le réaliser, et le scénario il l'a écrit avec Debra Hill d'ailleurs, il ne l'a pas écrit tout seul. Et il a tout fait pour ne pas le réaliser, ce qu'il a fini par réussir à faire finalement. Là, il a réussi à convaincre les studios de ne pas le réaliser, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé à sa place. Et lui était vraiment pas content avec ça. Il voulait absolument pas faire de suite à Halloween, il voyait pas pourquoi en faire. Autre chose aussi, le dernier Halloween quand même qui va sortir le 19 octobre, ça c'est assez intéressant. Il y a quand même plusieurs timelines dans Halloween. Donc il y a Halloween de 4 à 6 par exemple, ça c'est un timeline. Il y a Halloween 1, 2 et H20. Ça, c'est un autre timeline. Et il y a... non, il y a Halloween 2, Résurrection. Il me semble, ça, c'est un timeline. Et puis là, en fait, dans le dernier Halloween, je ne veux pas dire de bêtises, dans le dernier Halloween, c'est Halloween 1 et c'est Halloween-là. C'est un autre timeline. Donc, tous ces timelines-là sont différents, où on reprend, en fait, Laurie Strode dans des mythologies complètement différentes. Donc c'est très difficile de se rejoindre. Il faut dire que tous ces Halloween-là, en fait, ne se suivent pas d'un point de vue mythologique. Et Laurie Strode, dans le nouveau Halloween qui va sortir, par exemple, n'est pas la sœur de Michael Myers. Ce qui est le cas dans d'autres des timelines, de celui de 4 à 6, je pense pas. Elle est même pas dedans. Mais l'autre qui est, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble c'est 2, c'est ça, c'est 2 et H20. Résurrection, je sais plus, je pense que Résurrection est à part. Mais 2 et H20, elle est la sœur de Michael Myers. Et là, on est Halloween 1 et celui qui va sortir le 19 octobre, où elle n'est pas la sœur de Michael Myers, donc il change des éléments sur certaines de ces mythologies, de ces timelines-là. C'est très difficile de se retrouver. Très honnêtement, même moi j'ai été confus dans mon explication parce que c'est super dur de se retrouver. On ne voit pas trop où est-ce que veulent en venir les studios. Pourquoi ne pas faire soit des remakes, des reboots, puisqu'ils sont pas mal spécialistes là-dedans, ou juste des suites avec la même trame, mais non, on reprend en arrière des choses et on dit que ça n'a pas existé. Bon, un petit peu comme Terminator avec James Cameron, il va en faire un nouveau parce qu'il a récupéré les droits, je pense, c'est en 2019 qu'il a dit qu'il allait s'occuper de ça, et ça partirait après le 2. Tous les autres n'ayant pas existé parce que c'est ça, il dit que, je sais pas, c'était pas ses idées à lui ou peu importe. C'est ça. Il a refusé des projets comme Top Gun en 1986, il aurait dû le réaliser, il l'a pas fait, et il a refusé aussi Zombieland en 2009. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concerne John Carpenter, à cause de la sortie du nouveau film Halloween le 19 octobre, que j'ai dit 20 000 fois, et qui n'a rien à voir en fait avec les idées de John Carpenter, contrairement à ce que la maison de production essaye de mettre en valeur. Ils disent que c'est le nouveau John Carpenter, etc. Mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est Danny McBride et David Gordon Green qui sont en arrière de ça.
Donc toujours faire quand même la distinction. Est-ce que le film va être bon? On le saura quand ça sortira. Honnêtement, je veux jamais me référer. C'est peut-être bon, hein, je dis pas que c'est mauvais, mais je veux jamais me référer aux publicités des studios parce que c'est sûr que pour eux c'est toujours un bon film et ils veulent que les gens aillent le voir au cinéma. C'est à peu près tout. J'espère que je ne vais pas trop couper. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires d'arrêter de... comment il avait dit ça? D'être terrifié par le fait de couper les vidéos. Mais je parle trop, honnêtement, je parle trop. Je parle trop même. Donc, si tu veux t'abonner, comme d'habitude, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou même des commentaires dans les commentaires. Puis je pense que c'est à peu près tout. Ouais, on a fait le tour. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.